toute l'aviation ivoirienne est détruite au sol. Un geste qui met le feu aux poudres. Qui a donné l'ordre de tirer sur le poste français? Pourquoi le gouvernement français ne veut-il pas lever complètement le voile sur cette affaire? Elle a pourtant immédiatement provoqué une crise très grave entre Paris et Abidjan. L'attitude pour la France, avec Jacques Chirac, de détruire les avions militaires ivoiriens en totalité. Il ne fallait pas que d'avions circulent. Cette attitude-là est une attitude pour nous de déclaration de guerre. Mais déclarer la guerre à quelqu'un qui ne peut pas se défendre contre vous. Est-ce que la France avait besoin de faire ça pour que la Côte d'Ivoire soit convaincue de sa suprématie militaire? Est-ce que la France avait besoin de faire ça pour des armes qu'on avait pu obtenir à la sueur du front des Ivoiriens pour pouvoir libérer le pays, pour qu'il y ait des élections libres et démocratiques? Donc, nous avons imaginé en ce moment-là que cette attitude pouvait être une attitude néocolonialiste. La destruction de l'aviation ivoirienne déclenche à Abidjan une immense manifestation contre l'armée française. Les soldats français semblent incapables d'endiguer la colère du peuple ivoirien qui s'en prend aussi aux civils français. Ils ouvrent le feu. Une soixantaine d'Ivoiriens sont tués autour de l'hôtel Ivoire et sur le pont Charles de Gaulle. Ce qui m'a marqué dans cela, c'est que ce sont les Français qui contrôlent les identités des Ivoiriens dans leur pays. Et c'est des choses que j'ai rarement vues ou entendues, si ce n'est que c'est un pays occupé. Après cela, après les événements de novembre, tout est rentré dans l'ordre, mais c'était tellement chaud qu'il y a des gens, des Français, qui n'avaient jamais vu ça ici. Ils n'avaient jamais vu la réaction aussi violente des Ivoiriens qui côtoyaient tous les jours. Il y a des gens qui ont préféré rentrer toujours, parce qu'ils ont énormément perdu aussi dans cette affaire. On a eu l'impression que la Côte d'Ivoire était en train enfin de se décoloniser. Et donc de bouter hors le colonisateur colonialiste. C'était une impression qui était d'ailleurs soigneusement entretenue par le pouvoir en place, par le régime de Laurent Gbagbo, dans une orthodoxie idéologique parfaite. On ne peut plus accepter. On ne peut plus accepter la France-Afrique. Si on passe après l'élection, ils ne vont pas garantir le pouvoir de Gbagbo. Autrefois, c'était un lieu d'expression libre. Situé au cœur du plateau, le quartier des affaires et des ambassades, on l'appelait la Sorbonne d'Abidjan. Aujourd'hui, c'est le haut lieu des patriotes, tous des inconditionnels de Laurent Gbagbo. La crise ivoirienne est beaucoup plus importante qu'on l'imagine pour toute une génération de jeunes Africains, avec même ses excès. Beaucoup de responsables français en particulier, ils ont sous-estimé, ils ont pensé que les patriotes en Côte d'Ivoire, c'était juste une bande de minoritaires manipulés comme ça par le pouvoir. Ils n'ont pas compris ils ont commencé à comprendre quand ils ont vu que des grands pays africains défendaient Laurent Gbagbo. Il va apparaître comme l'homme qui dit non, et si demain il se fait flinguer pour une raison ou pour une autre, s'il y a un coup d'État, ce sera toujours l'homme qui aura résisté aux Français. Mais c'est vrai que là, c'est pas simplement, je veux dire, une restauration française, c'est vraiment une question aussi de génération et de nouvelles générations qui maintenant considèrent qu'ils sont chez eux. Il n'est plus possible aujourd'hui d'avoir une politique vicieuse cachée dans un beau papier carton, dans un beau papier cadeau. On ne peut plus réussir à faire croire à l'Afrique qu'on travaille pour elle, à perpétuer le système de la France-Afrique sans conséquence au sein de l'opinion. Les Africains ne sont pas idiots. Ils ont Internet, ils ne peuvent plus croire que ce système ne doit pas être réformé. Mais moi, je dirais que la Côte d'Ivoire est en train de vivre sa crise de croissance comme un être humain qui arrive à la puberté et qui commence à voir des choses et qui dit merde, c'est pas, ça devait pas être comme ça, je dois faire comme ça, je dois me tenir comme ci, et c'est ce qui fait que les parents même ne comprennent pas bien le comportement de l'enfant. Il est en train de grandir. Nous demandons à nous affranchir
de la tutelle des pays développés, par exemple. Lors des événements de 2004, aucun Français n'a été tué, mais des milliers d'expatriés quittent définitivement la Côte d'Ivoire. De 50 000 dans les années 80, les Français ne sont plus aujourd'hui que 3 à 4 000. Autant dire qu'une page historique est tournée pour la France comme pour la Côte d'Ivoire. Les grands groupes n'ont pas été du tout affectés, ou pratiquement pas affectés par les événements de novembre 2004. Ce sont tous les petits entrepreneurs français, souvent installés depuis 20 ou 30 ans dans la place, et qui étaient quand même de gros employeurs, hein, qui apportaient de grosses recettes fiscales parce qu'ils payaient leurs impôts, et ils payaient aussi tout ce qu'on leur demandait de payer pour être tranquilles, parce que l'État ivoirien était également un grand racketteur, et ça, je crois que ça a, à mon avis, beaucoup plus fait souffrir l'économie ivoirienne que les intérêts économiques français, puisque, je le répète, les intérêts économiques français, c'était les grands groupes, et ceux-là ont su s'adapter. On n'est plus dans des rapports de force entre grandes puissances, on est dans des rapports de force entre multinationales. Depuis très longtemps, ce sont les Américains qui contrôlent le cacao, qui est la principale production du pays. Et c'est vrai que le cacao, c'est 3 grandes compagnies américaines, Cargill et ADM et autres, qui contrôlent le cacao. Et les petits côtes-à-terre français de Bordeaux ont disparu depuis longtemps. Le fait que Cargill ait pratiquement supplanté, pas totalement, mais ait pris une place prépondérante sur le marché du cacao ivoirien, ne doit pas être lu comme les Américains ont remplacé les Français, parce que ce sont des affaires de sociétés multinationales qui ne sont pas, contrairement au discours qu'on entend ces temps-ci, de véritables patriotes. Ils vont là où il y a des affaires à faire. Et croyez-moi, si vraiment la situation ivoirienne devenait explosive, Cargill, comme les groupes français d'ailleurs, savent déjà où ils iront s'installer, d'abord au Ghana, parce que c'est plus calme, et puis ensuite en Asie, donc probablement au Vietnam. Et c'est pas parce qu'ils sont américains ou français, c'est parce qu'ils vont là où il y a du profit à faire. Dans le cas du pétrole qu'on a maintenant découvert, et en particulier de ce 4e gisement, le gisement Baobab, pourquoi les Américains s'y intéressent-ils? Eh bien pour une raison simple, c'est que ces gisements-là sont et seront offshore. Et les Américains présentement ne s'intéressent sur la côte de l'Afrique et dans le golfe de Guinée qu'aux gisements offshore, parce que ce sont des zones calmes, forcément, par définition. Aucune guerre civile ne peut menacer un gisement offshore. Et c'est ce qui les intéresse en Côte d'Ivoire, parce qu'actuellement ils sont en train d'essayer de mettre la main sur tout ce qui peut leur fournir du pétrole au cas où leur échapperait l'énorme réserve, l'énorme richesse du Moyen-Orient. Je pense que les Américains en Côte d'Ivoire, ils laissent les Français se débrouiller. Je ne pense pas qu'ils ont eu une action, même si avec les évangélistes, ils sont influents, en tout cas autour de Laurent Gbagbo. C'est vrai, mais je ne crois pas du tout qu'ils aient eu vraiment des actions offensives. Je pense simplement ils n'aident pas la France à se sortir de son bourbier ivoirien. Ils sont très contents de voir que la France s'emmerde avec, ça coûte 300-400 millions d'euros par an, c'est son petit Irak, et que là, elle a ses problèmes. Donc ils refusent en particulier qu'il y ait des troupes du Libéria des Nations Unies qui viennent en Côte d'Ivoire. Depuis le départ forcé de Taylor, d'abord pour le Nigeria, puis pour le tribunal international de La Haye, les différents conflits de la région semblent presque en suspens. La bataille d'Abidjan ne fait que commencer. Si l'on prend en considération le niveau où se situe actuellement le dossier des crises en Afrique de l'Ouest, parce qu'il y a une crise en Côte d'Ivoire qui est en train d'être résolue progressivement, étape après étape. Il y a une crise qui est en train de s'achever en Sierra Leone, mais qui n'est pas totalement finie. L'arrivée de Mme Sirleaf Johnson, élue démocratiquement à la tête du Libéria, permet de résorber les effets de la crise libérienne, mais qui ne vont pas se résorber en 1 ou 2 ans. Il faut au moins 5 ou 6 ans. En prenant en considération cette situation globale, l'Union africaine a un rôle à jouer, mais si l'Union africaine pouvait régler ce problème, il y aurait eu ici des troupes avec le drapeau de l'Union africaine. Il n'y a rien de tout cela. Il y a des troupes des Nations Unies, des casques bleus qui sont ici, avec un mandat nécessitant, dans la réalisation des objectifs assignés, énormément de moyens que seule la communauté internationale est en mesure de mobiliser. L'Union africaine est complètement défaillante.
Elle n'a aucun programme. Elle passe son temps à se mettre au service d'autres ambitions. Elle n'a pas, elle ne songe même pas à faire respecter ses propres textes, mais plutôt les envies de domination des autres. C'est un scandale, c'est un véritable scandale. Ce qui se fait aujourd'hui, c'est-à-dire cette Union africaine qui s'identifie à l'Union européenne, qui quelque part veut aussi jouer la carte du marché, un marché qui est inexistant. Parce que ce n'est rien d'autre que le rassemblement d'États prétendument libéraux qui n'ont pas les moyens de ce libéralisme-là et qui se soldent par la guerre. Donc elle passe plus de temps et à l'instauration, à chercher à implanter la paix ou à prévenir la guerre plutôt qu'à se poser les bonnes questions qui devraient nous permettre ensemble aujourd'hui, Mali, Côte d'Ivoire, Sénégal, Guinée, de prendre le taureau par les cornes en disant il est grand temps, mais vraiment il est temps d'être nous-mêmes, de voir clair en nous, d'arrêter de mimer. La seule grande puissance en Afrique, c'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui ne compte pas arrêter son influence à la région de l'Afrique australe, ni de l'Afrique centrale, mais qui pense qu'elle a un rôle à jouer en Afrique. Thabo Mbeki a une vision africaine, la renaissance africaine. Donc, ils ont leur programme, leur implémentation en Afrique. De l'autre côté, il y a la France, qui est véritablement en affrontement direct aujourd'hui avec l'Afrique du Sud. C'est les deux puissances les plus divergentes. Mais il y a également la Chine. Il y a les États-Unis qui avancent. On sait là où le bas blesse. On sait à quel niveau se situe le nœud. Mais quand est-ce que l'Occident va lâcher du lest? Ce qui ne veut pas dire abandonner l'Afrique et que l'Afrique se referme. Mais quand est-ce que l'Occident va nous donner, ou en tout cas reconnaître notre droit aux mêmes marges de manœuvre qu'il se donne? Je pleure pour mon pays, je pleure pour mes parents, je pleure pour mes amis. On veut la paix. On veut la paix.